C'est Si sombre, un thriller à suspense de Fate Bold, Tom Dick Sweet, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Ethan Holloway adorait les longs week-ends. En réalité, il ne faisait pas vraiment de différence entre les longs et les courts. Comme à son habitude, il partait camper. La seule nuance, c'est que lors d'un long week-end, il pouvait rejoindre sa destination à pied, alors que pour un court séjour, il devait prendre son pick-up. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas son véhicule, c'est juste qu'en Alaska, tout le monde en possédait un. Du coup, camper avec son pick-up signifiait inévitablement se retrouver entouré d'autres campeurs. Non pas qu'Ethan n'appréciait pas la compagnie, c'était simplement agréable d'avoir un peu de temps pour soi. Et il devait avouer qu'il y avait quelque chose de grisant à parcourir 12 miles à travers la nature sauvage de l'Alaska, sur un terrain qui aurait découragé la plupart des gens, pour atteindre une cabane qui, à sa connaissance, était l'unique construction humaine dans les parages. Ici, il pouvait respirer, s'éloigner de tout. Le stress, les échecs, les mauvais souvenirs. Tout cela n'avait plus d'importance. Il franchit la dernière crête et arriva sur le petit plateau alpin où se dressait sa cabane. La structure était un simple appentis en planche adossé à la paroi rocheuse de la montagne. Elle était imperméabilisée avec un mélange d'argile et de poids, soigneusement appliqué et séché pour former une coque protectrice sur les fissures du toit et des murs. Le sol était en terre battue et le lit consistait en une plateforme de bois surélevé avec une peau d'ours en guise de matelas et un oreiller bourré de mousse. C'était chez lui. « Plus un foyer que je n'en ai jamais eu avec Carole », marmonna-t-il. Mais il n'était pas venu ici pour penser à son ex-femme. Au contraire, c'était précisément pour l'oublier. Il chassa donc ses pensées et se mit au travail. Il posa son sac près du lit et partit ramasser du bois. La nuit tomberait dans 2 heures et il voulait avoir allumé un feu et préparé le dîner avant le coucher du soleil. Cette partie de la zone d'utilisation publique de Nelchina, en Alaska, se trouvait dans les montagnes de Talkeetna, une chaîne de sommets de moyenne altitude qui, pour la plupart, ne représentait que des défis modérés pour les randonneurs chevronnés. Sa cabane était nichée dans l'un des rares endroits accessibles uniquement aux marcheurs les plus aguerris. Mais le plus dur, c'était d'arriver jusqu'ici. Une fois sur place, tout le reste lui tombait littéralement du ciel. Le bois de chauffage était omniprésent. Les montagnes étaient recouvertes de forêts denses d'épicéas et de prûches. L'eau était tout aussi facile à trouver. Le plateau abritant la cabane recelait une source de montagne alimentée par une rivière souterraine. L'eau était aussi pure que tout ce qu'Ethan avait pu goûter et les minéraux naturels qu'elle contenait la rendaient bien plus saine que la camelote importée vendue sur 3 $ la bouteille à l'épicerie du coin. La nourriture était un peu plus compliquée à obtenir, mais pas insurmontable. Il avait apporté son arbalète et en cette saison printanière, l'endroit était fréquenté par des cerfs et du petit gibier comme des écureuils et des lapins. La difficulté résidait dans le fait que les ours bruns connaissaient aussi ses proies. Il en avait croisé 8 fois et avait dû en repousser 2 avec du spray anti-ours. Heureusement, il n'avait pas eu à en tuer un depuis celui qui lui avait fourni la peau pour son matelas. Cet animal l'avait attaqué alors qu'il escaladait le Denali avec Carole 10 ans auparavant, à l'époque où elle l'aimait encore. Il soupira, empila son bois de chauffage à côté de la cabane, puis saisit son arbalète et partit chasser. Il n'y avait pas d'animaux près de la source pour le moment, mais il y avait quelques hectares de terrain facilement accessibles où il pourrait chercher du gibier. C'était dommage que Carole occupe autant ses pensées, probablement parce que le lendemain aurait été leur 12e anniversaire de mariage. Ils avaient passé 6 merveilleuses années ensemble, suivies de 4 années de galère avant d'admettre que ça ne fonctionnait plus et de se séparer. Ce n'est qu'1 an auparavant qu'Ethan avait appris que Carole le trompait depuis le début de ces 4 années difficiles et que la seule raison pour laquelle elle était restée avec lui était son argent. « Je ne suis même pas si riche que ça », grogna-t-il. Sa fortune s'élevait à environ 1 million de dollars, dont un quart en liquidité. Le reste n'était que la valeur de ses terres qu'il avait pu conserver lors du divorce, car le nouveau mari de Carole avait hérité d'une petite fortune d'un oncle décédé et était désormais bien plus riche qu'Ethan. Ce n'était pas rien, mais dans un endroit comme l'Alaska, ce n'était pas grand-chose. Pas pour une femme au goût de luxe comme Carole. « J'aurais dû m'en douter », marmonna-t-il. « J'aurais dû le savoir. » Il leva son arbalète et tira. Un lièvre bondit dans les airs, agitant frénétiquement ses pattes dans un dernier sursaut de vie. Il retomba au sol, inerte, et Ethan le ramassa aussitôt. C'était une belle prise, pesant probablement 1,5 kg. Une fois dépecé, il en tirerait près d'1 livre de bonne viande. De quoi faire un repas copieux. Il cueillit quelques myrtilles sauvages dans un buisson voisin et les déposa dans un petit panier qu'il avait apporté pour l'occasion. Ce soir, il mangerait comme un roi.
Il esquissa un sourire en pensant à Carol et son mari, prêtes à débourser 2000 $ pour un repas composé d'aliments surgelés, transformés et assaisonnés à outrance. Carol se prenait pour une princesse, mais elle n'était qu'une idiote. « Ça suffit », dit-il en entrant dans sa cabane. « Il est temps de me préparer un festin en solo. » Il posa le lièvre sur le plan de travail en épicé à brut et s'apprêtait à le dépecer quand quelque chose l'interpella. Il fronça les sourcils. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose clochait. L'odeur, c'était… Bon sang, il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Mais il devait en avoir le cœur net. Si c'était un ours, il pourrait avoir de sérieux ennuis. Il fit un pas vers la fenêtre de la cuisine et perçut un bruit sous ses pieds. Il eut à peine le temps de l'enregistrer qu'une pioche s'abattit du plafond, lui sectionnant net le tronc cérébral. Chapitre 1er. Turk fut le premier à sentir que quelque chose clochait. Ce grand berger allemand, vétéran des Marines et du FBI, se mit instantanément en alerte lorsque Faith entra dans leur quartier. Quand Turk était sur ses gardes, l'agent spécial Faith Bold l'était aussi. Comme son partenaire canin, Faith avait servi dans les Marines avant de rejoindre le FBI. Ces 2 expériences lui avaient appris à faire confiance à ses compagnons d'armes. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Turk jeta un regard inquiet à Faith, puis tourna la tête vers l'avant. Faith sortit son arme de service de son holster d'épaule et la posa sur ses genoux. Elle garda une main sur le volant et l'autre sur la crosse de l'arme. Quelques mois plus tôt, Faith avait été agressée chez elle par Franklin West, un tueur en série impitoyable qui l'obsédait depuis des années. West croupissait maintenant en prison, où il finirait ses jours, mais depuis cet incident, Faith ne sortait jamais sans son arme, même en dehors du service. Ce jour-là, Faith rentrait justement d'une mission. Elle aurait donc eu son arme de toute façon. De plus, elle n'avait pas mis les pieds dans son appartement depuis plus d'une semaine. Certes, elle disposait d'un système de sécurité dernier cri censé l'avertir par email en cas d'intrusion, mais West avait réussi à le contourner. Elle ne voulait plus prendre de risques. Au dernier virage de l'impasse, elle aperçut les gyrophares. Une douzaine de véhicules des forces de l'ordre étaient pas chauds garés devant l'immeuble. Voitures de police, fourgons du SWAT, camionnettes de l'unité cynophile et véhicules du médecin légiste. Elle se gara le long du trottoir et sortit, Turk sur ses talons. « Et » lança-t-elle à l'agent le plus proche. « Que se passe-t-il » Elle rangea son arme et sortit sa plaque du FBI. Pas la peine d'effrayer qui que ce soit. Le policier examina sa carte et écarquilla les yeux. Oh merde, il se retourna et héla un collègue. « Eh, c'est elle !» Faith leva les yeux au ciel. Depuis qu'elle avait fait condamner West, elle était devenue une célébrité locale à Philadelphie, surtout auprès des forces de l'ordre. Cette attention ne l'enchantait guère. L'autre agent s'approcha. Faith remarqua les galons de sergent sur son uniforme. « Sergent, que se passe-t-il ici ? Il y a eu un problème dans mon appartement ?»« Pas dans votre appartement, » répondit le sergent. « Mais il vaut mieux que vous ne montiez pas pour l'instant. »« Que s'est-il passé ?» insista Faith. « Nous maîtrisons la situation, madame. Laissez-nous faire notre travail. » Faith plissa les yeux. Elle faillit répliquer vertement, mais se ravisa. Ce serait une mauvaise publicité pour le bureau si on la surprenait à houspiller un sergent de police. Pourtant, elle devait savoir ce qui s'était passé. « Sergent, je comprends que vous ayez un boulot à faire, mais comprenez que ce n'est pas la première fois qu'un incident grave se produit chez moi. Je ne vais pas rester les bras croisés à attendre qu'on me serve une version édulcorée de la vérité. Alors, soit vous m'expliquez ce qui s'est passé, soit je monte voir par moi-même. » Le sergent sembla peser le pour et le contre, puis finit par hausser les épaules. « Je vous en prie. » Il conduisit les 2 agents à l'intérieur de l'immeuble. Turk renifla l'odeur des autres chiens et gémit à l'attention de Faith. « Tout va bien, mon grand. Ils sont là pour aider. » Il gémit à nouveau. Faith se pencha pour lui caresser le pelage. C'est alors qu'elle le sentit. Ce n'était pas l'odeur des chiens. Il y avait bien des Carneufs, 3 pour être précis, mais l'odeur âcre et cuivrée que Faith perçut n'avait rien à voir avec celle d'un berger allemand. La porte de son appartement était condamnée, entourée par les chiens de l'unité Carneuf, leurs 3 maîtres chiens et un inspecteur en civil. Ce dernier était accroupi, examinant un corps adossé à la porte de Faith. Faith sursauta en apercevant le cadavre. « Mon Dieu !» C'était sa voisine, Eleanor Fields. Eleanor, une adorable grand-mère de 78 ans, préparait les meilleurs biscuits assises à la cannelle que Faith ait jamais goûté. Elle avait toujours une friandise pour Turk quand ils rentraient tous les 2 de leur jogging matinal. Elle avait subi un véritable supplice. Son visage, couvert d'ecchymoses, arborait des teintes brunes et violacées. Son nez était fracturé et sa gorge si profondément entaillée que sa tête ne tenait plus que par un fil. Mais le pire, c'était ses mains,
ou plutôt ce qu'elle contenait. On avait arraché les yeux d'Eleanor pour les placer dans ses paumes ouvertes. Sur son chemisier, un message écrit en lettres de sang. « Tu regardes maintenant, Faith ?»« Vous êtes Faith Bold ?» demanda l'inspecteur. Faith se tourna vers lui et il répondit à sa propre question. « Oui, c'est bien vous. Je vous ai reconnu grâce aux infos. » Il sortit un calepin et un stylo, puis désigna le corps d'un geste. « Je suis navré pour elle. Vous étiez proche ?»« Nous, je suppose que oui. Elle préparait des biscuits et donnait parfois des friandises à Turk. Quand est-ce arrivé ? Il y a environ 5 heures. Soit 1 heure après le décollage de son avion pour Chicago. Bon sang, personne n'a rien entendu ? Apparemment pas, d'après les autres voisins. Ils l'ont découverte uniquement parce que le type du bout du couloir sortait acheter des clopes. Il a ouvert sa porte et paf, elle était là. Faith fixait le corps de sa voisine, muette. La veille de son départ pour Chicago où elle devait élucider une série de meurtres, un employé d'un magasin d'électronique avait été assassiné. On avait laissé un message à l'attention de Faith sur l'écran d'une télévision portable posée sur son torse lacéré. Ce nouveau meurtre était tout aussi atroce. Le premier crime avait été considéré comme un vol qui avait mal tourné. On pensait que les tueurs avaient utilisé le nom de Faith pour égarer la police. Il n'y avait plus de doute possible. Ce message lui était destiné. Quelqu'un d'autre reprenait le flambeau là où West s'était arrêté. Quelqu'un voulait la tourmenter et avait choisi de le faire en la narguant avec des meurtres. Faith avait été écartée de la première affaire, mais celle-ci se déroulait trop près de chez elle. Elle devait mener l'enquête elle-même. Très bien, à partir de maintenant, c'est officiellement une affaire du FBI. Vous êtes d'accord, inspecteur ? Le détective soupira. Bien sûr, je me doutais que vous prendriez le relais une fois sur place. Je ne peux pas dire que ça me contrarie. Je suis inspecteur à la criminelle depuis 11 ans et c'est de loin le pire que j'ai jamais vu. Ce n'est pas le pire que j'ai vu, songea Faith avec amertume. Je suis désolée, Eleanor. Quelqu'un est-il entré dans l'appartement ? Demanda-t-elle à voix haute. Nous avons reçu l'appel il y a 1h30. La police scientifique vient de terminer l'examen de la scène et le médecin légiste ne devrait pas tarder à arriver pour emporter le corps. L'ascenseur s'ouvrit, laissant apparaître le médecin légiste accompagné d'une équipe de 4 assistants. « Écartez-vous, tout le monde !» lança le médecin légiste, une femme austère d'une 50aine d'années. « Laissez-nous passer !» Elle aperçut Faith et dit « Oh, je croyais que vous n'étiez pas en ville. »« Bonsoir, Dr Brenner, » répondit Faith. « Je viens de rentrer. »« Je vois. Quel sacré comité d'accueil !» Faith ne releva pas. « Vous voulez jeter un œil avant que je ne la fasse sortir d'ici ?» demanda le Dr Brenner. Turk reniflait autour du corps, mais lorsque Faith lui demanda « Tu as trouvé quelque chose, mon grand ?» il renifla et baissa la tête en signe de négation. « Allez-y, emportez-la, » dit Faith. « Je veux toutes les informations que vous obtiendrez dès que vous les aurez. Quelqu'un me prend pour cible et contrairement à West, ils ne font pas de distinction entre leurs victimes. »« Vous avez un don pour attirer les hommes, n'est-ce pas ?» dit Brenner d'un air amusé. Faith n'apprécia pas la plaisanterie. Elle se tourna vers l'inspecteur. « Vous avez dit que la police scientifique était déjà passée sur les lieux ? Pas d'empreintes, pas de fluide corporel autre que ceux de Madame Fields. La police scientifique pense que le tueur portait des gants en latex, mais ils doivent attendre le rapport du médecin légiste pour en être sûrs. » Faith acquiesça. « D'accord. Dr Brenner, elle est à vous. Inspecteur, vous et moi allons fouiller l'appartement à la recherche du moindre indice. Sergent, bouclez cet étage. Personne n'entre à moins d'y habiter et de pouvoir le prouver. Si quelqu'un se retrouve bloqué dehors, j'en assumerai la responsabilité. Si un résident n'a pas encore été interrogé, faites-le. Je veux une chronologie détaillée de la soirée dès que possible. » Ils s'empressèrent d'obtempérer et Faith, ne voulant pas assister à l'enlèvement du corps de sa voisine, se tourna vers le détective. « Comment vous appelez-vous ?»« Fats. » Elle haussa un sourcil et il sourit. « Oui, Reggie Fats. Appelez-moi Reggie ou Fatso, comme vous voulez. »« Va pour Reggie, » répondit Faith. « Qui as-tu interrogé jusqu'à présent ?»« Le voisin qui a appelé, sa femme et le gamin au bout du couloir. » Il pouffa. « Je n'avais jamais vu quelqu'un balancer de l'herbe dans un broyeur d'ordures. Si vous aviez vu la tête du gamin quand on lui a dit que c'était dépénalisé jusqu'à 30 grammes. Concentrons-nous sur le meurtre, Reggie. » Le sourire de Reggie s'effaça. « Vous avez raison, pardon. Bref, personne n'a rien entendu de suspect. Ils ont tous perçu des allées et venues, mais c'est monnaie courante ici. Personne n'y a prêté attention. Ce n'est que lorsque M. Young est sorti fumer que tout le monde a vu quelque chose. » Faith soupira. « D'accord, je veux que tu retournes les interroger. Demande-leur s'ils ont remarqué un changement chez Eleanor la semaine dernière. Des sautes d'humeur, un comportement inhabituel, si elle attendait quelqu'un, ou si elle a eu une interaction désagréable avec quelqu'un. En fait, n'importe quelle interaction avec une nouvelle personne. Je m'en occupe.
acquiesça Reggie. Au fait, j'aimerais te parler. Tu peux d'abord faire ton boulot, mais vu que ce tueur connaît ton adresse, l'hypothèse la plus probable est qu'il te connaît. Impossible, rétorqua Faith. J'ai très peu d'amis et aucun d'eux n'est capable de faire ça. Mais tu as des connaissances, non? Le barista qui te sert ton café, le toiletteur qui bichonne ton chien, le garagiste qui change ton moteur tous les 10 000 km parce que c'est une Ford, quelqu'un doit être assez proche pour connaître ton adresse. Faith pinça les lèvres. Elle n'y avait pas pensé, mais maintenant que Reggie le mentionnait, ça se tenait. Elle se dit « D'accord, on en reparlera plus tard. On verra ça quand j'aurai fini. » Faith, l'interpella une voix familière. D'ordinaire, cette voix était la bienvenue, mais étant donné ce qu'elle signifiait maintenant, Faith n'était pas ravie de l'entendre. Elle se tourna vers l'agent spécial Derulo, son collègue du bureau de Philadelphie, et fronça les sourcils. « C'est mon enquête, Derulo. Ce salaud a laissé un cadavre devant ma porte avec un message à mon attention. »« C'est précisément pour ça que ce n'est pas ton affaire, » répliqua Derulo. « Et c'est pourquoi tu ne peux pas entrer. » D'une voix plus douce, il ajouta « Je suis désolé, Faith. Tu sais que ce n'est pas moi qui prends cette décision. » Faith fusilla Derulo du regard. Sa partenaire, l'agent spécial Chavez, blêmit même si ce regard ne la visait pas. « Je m'occuperai du patron demain matin, » lança-t-elle. « Mais j'y vais maintenant. » « En fait, tu vas lui parler ce soir. Il m'a dit de te dire de mettre ton téléphone en silencieux et de te rendre au bureau immédiatement. Il a utilisé quelques mots colorés pour faire passer le message, mais je les ai omis. » Faith soupira et se frotta les tempes. « Comme c'est délicat de ta part. »« Je suis navrée, Faith. J'en ai assez d'entendre ça. » Elle jeta un coup d'œil à sa porte, puis à Reggie. L'inspecteur de la ville arborait le regard impassible d'un flic chevronné qui n'a aucune opinion sur les décisions de ses supérieurs. Faith sortit son téléphone de sa poche et vit qu'elle avait 10 appels manqués du bureau. Elle soupira et envoya un message au patron. « J'arrive. »« Allez, Turk, » dit-elle. « Il est temps d'aller se faire remonter les bretelles. » Chapitre 2. L'agent spécial Grant Monroe, surnommé le patron par ses subordonnés, mi-affectueux, mi-ironique, en raison de son attitude intransigeante et de ses manières de sergent-instructeur, fut à une époque l'agent de terrain le plus décoré du bureau. Sans la notoriété publique d'un Ness ou d'un Hoover, il n'en jouissait pas moins d'une aura mystique au sein de l'institution. La politique interne l'avait privé du poste de directeur qu'il méritait, mais lui garantissait la mainmise sur le bureau de Philadelphie aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Faith était désormais l'agent de terrain la plus décorée du bureau. Hélas, contrairement à Monroe, elle n'avait pas réussi à rester dans l'ombre. À sa décharge, Monroe s'était fait un nom en démantelant le crime financier organisé, tandis qu'elle avait bâti sa réputation en capturant des tueurs en série. Quant au bureau, il s'en moquait éperdument. Elle était une célébrité, ce qui faisait d'elle un boulet. Faith était persuadée que c'était la raison pour laquelle le patron l'avait écartée de l'affaire. Lorsqu'elle et Turk entrèrent dans son bureau, ses premiers mots furent « Pourquoi diable ne répondez-vous plus au téléphone ? Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je l'avais mis en mode silencieux pour dormir pendant le vol et j'ai oublié de le rallumer à l'atterrissage. Ce genre d'erreur est inadmissible, Bold. Vous êtes ici depuis 11 ans. J'essayais de vous dire de venir directement ici sans passer par votre appartement. Vous avez de la chance, Derulo m'a dit que la meute n'était pas encore arrivée. » Par meute, le patron désignait le groupe de journalistes qui, à tout moment, pouvaient se masser autour du bâtiment pour parler à Faith. Elle jugea inutile de mentionner qu'il finirait par débarquer au bureau local. Cela arriverait bien assez tôt. « Encore une fois, monsieur, je suis désolée, » dit-elle d'un ton sec. « J'étais plus préoccupée par le fait qu'une de mes voisines avait été sauvagement assassinée et abandonnée devant ma porte, les yeux dans les paumes. En tant qu'être humain, je compatis. En tant que patron, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit à l'erreur, même quand ça craint. On en a déjà parlé, Faith. Il suffit d'un faux pas pour que tu te retrouves cloué à un bureau. » Faith soupira d'agacement. « C'est n'importe quoi, monsieur, sauf votre respect. C'est mignon, 11 ans au bureau, et tu crois encore que les pontes en ont quelque chose à faire. » Les lèvres de Faith se pincèrent. « Donc, parce que l'affaire West fait les gros titres, je ne peux pas enquêter sur le dernier tueur en série qui me menace directement en assassinant des gens ? Personne ne vous tient pour responsable de ce qui se passe. Mais oui, vous avez déjà entendu parler de ces histoires de gens qui perdent leur boulot parce que leur ex-cinglé débarque sur leur lieu de travail et fait un scandale ? Je vous en prie, ne parlez pas de West comme de mon ex-cinglé. » Le patron soupira. « Je m'excuse, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais écoutez, on en a déjà discuté. Plus vous faites la une des médias, plus les dirigeants veulent à vous éloigner du terrain. Turk prend sa retraite à la fin du mois et beaucoup veulent que vous partiez avec lui. Ils ne peuvent pas vous virer,
Mais ils peuvent vous promouvoir au poste d'ASAC dans un trou perdu du Midwest et vous coller derrière un bureau pour les 20 prochaines années. Pour la plupart des agents, une promotion au poste d'ASAC serait une raison de se réjouir, mais le patron connaissait suffisamment Faith pour savoir qu'elle préférerait manger des cailloux plutôt que d'être écartée du terrain. Elle croisa les bras et fixa la fenêtre derrière son bureau. « Je ne veux pas ça pour toi, » poursuivit le patron, « mais il faut que tu m'aides. Tu dois montrer que tu es prête à jouer le jeu. » Faith leva les yeux au ciel. « J'ai joué le jeu avec West et regardez où ça m'a mené. » Le patron garda le silence un moment. Quand il reprit la parole, sa voix habituellement bourrue s'était adoucie. « Pensez-vous que ce nouveau tueur est aussi dangereux que West ? Je n'en sais rien, on ne me laisse pas y jeter un coup d'œil. » Le ton bourru du patron revint. « Tu peux continuer à bouder ou tu peux te résigner et faire avec. Même s'il ne s'agissait pas d'un cas particulier, tu n'aurais pas le droit de t'en mêler pour des raisons de sécurité. Emmène Turk quelque part. Il ne lui reste qu'1 mois, quoi qu'il arrive avec toi. Profite de ses congés et offre-lui une fin de carrière tranquille. » Faith regarda Turk. Le chien se redressa, tête haute, et fixa fièrement le patron. Pour Faith, il n'avait pas l'air vieux. Il avait un peu de gris autour du museau et quelques cicatrices ici et là, mais il était encore robuste. Son flair était toujours aussi aiguisé. Il restait le chien le plus intelligent et le plus performant du bureau. Elle se tourna vers son supérieur. « Et s'il ne prenait pas sa retraite ?» Le patron la dévisagea un instant. « Il va avoir 9 ans, Faith. »« Je sais, mais il est toujours vif, alerte et intelligent. Je pense qu'il le restera encore longtemps. » « Pas si longtemps que ça. Vous voulez vraiment qu'il passe ses vieux jours à pourchasser des criminels ? C'est tout ce qu'il sait faire. Il adore ce boulot. » « C'est tout ce que vous savez faire, » corrigea le patron. « C'est vous qui adorez ce boulot. Lui, il aime être avec vous. » Faith ne termina pas sa phrase, surtout parce que le patron avait raison. Elle se retourna vers Turk. Il lui sourit. Ses yeux plongèrent dans les siens avec plus d'amour et de confiance qu'aucun humain n'aurait pu en montrer. Mais s'il prenait sa retraite, il ne lui resterait plus qu'à attendre la mort. S'il était encore si vif et alerte, c'était parce qu'il était constamment stimulé. Une fois à la retraite, il vieillirait à vue d'œil. Elle n'était pas prête à le voir décliner. « J'ai vérifié, Faith. Ils vivent en moyenne 13 ans. C'est rare qu'un chien de la brigade K9 tienne aussi longtemps. Ils restent en forme un moment, mais quand ils commencent à ralentir, ça va vite. Laissez à Turk le temps de profiter de la vie pendant qu'il est encore en pleine forme. Si vous voulez, vous pouvez le garder chez vous et travailler sur le terrain avec un autre chien. Ou, si vous préférez, je peux vous retirer de la liste des maîtres chiens. Mais il m'a aidé à résoudre tellement d'affaires. Je lui dois une grande partie de mes succès récents. Vous aviez du succès avant de faire équipe avec lui. Honnêtement, Bold, il ne devait être qu'un chien thérapeutique pour vous. Vous deviez être un maître temporaire, le temps que vous vous remettiez tous les deux de ce que Trammell vous avait fait subir. Faith et Turk avaient failli être tués par Jethro Trammell, le tueur en série original dont Franklin West s'était inspiré. Au début, Faith ne voulait pas de chien, mais elle s'était vite attachée à Turk et maintenant ils étaient inséparables. Faith avait envisagé la proposition du patron de garder Turk comme animal de compagnie pendant qu'elle continuerait à travailler sur le terrain, mais cela signifierait être séparée de lui au moins la moitié du temps, voire plus. Il pourrait rester avec David, mais il ne verrait Faith que pendant ses temps libres. Ils pourraient toujours aller courir le matin et regarder la télé ensemble, mais ce ne serait plus pareil. Et elle était sûre qu'il était heureux. Elle le voyait dans ses yeux chaque fois qu'ils travaillaient ensemble. Ce n'était pas seulement d'être avec Faith. C'était d'être avec Faith et de travailler ensemble pour attraper les méchants. C'était ça qui le comblait. Si elle lui enlevait ça, il comprendrait que c'était parce qu'il était trop vieux. Il le sentirait et ça le ferait vieillir rapidement, comme l'avait dit le patron. « Laissez-le travailler », plaida-t-elle. « Je vous en prie, jusqu'à ce qu'il commence à ralentir, laissez-le travailler. Croyez-moi, je le connais. Il dépérira beaucoup plus vite si vous le retirez du terrain. Il est heureux et il vivra plus longtemps s'il continue à travailler. » Le patron soupira. « Peut-être, Faith, mais plus pour longtemps. Vous ne faites que repousser l'inévitable. » « Alors pourquoi ne pas prendre votre retraite ?» s'emporta-t-elle. « Vous allez mourir un jour. Pourquoi ne pas rentrer chez vous, vous asseoir sur votre canapé et attendre la crise cardiaque ? » « Vous avez fini ?» demanda froidement le patron. Faith détourna le regard, boudeuse. Elle savait qu'elle se comportait comme une gamine, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. « Nous allons mettre de côté la question de la retraite de Turk pour le moment, à l'exception de ceci. Ce n'est pas moi qui décide si Turk prend sa retraite. La retraite obligatoire à 9 ans est une politique du bureau. Pour que Turk puisse continuer à travailler, il faut une dérogation spéciale signée par vous, moi un vétérinaire agréé par le bureau et le chef de la division K9.
Je signerai, David aussi. Son compagnon, le docteur David Friedman, était le vétérinaire de Turc et le bureau l'autorisait à travailler avec ses unités K9. Si vous signez, il sera facile de convaincre le chef de l'unité K9. La naïveté ne te va pas, Face, dit le patron. De toute façon, j'ai dit que la discussion était close pour l'instant. Ce qui ne l'est pas, c'est la discussion sur ce que tu ne feras pas. Plus précisément, retourner à ton appartement ou t'impliquer dans cette enquête. Face soupira et croisa les bras. D'accord, de toute façon, j'avais l'intention d'emménager bientôt avec David. En réalité, elle avait de sérieuses réserves à ce sujet, mais son avis ne semblait pas avoir d'importance. Je vais rester chez lui. Bon, pour le dernier mois de Turc, réfléchis à ce que je t'ai dit. Fais-lui prendre l'air. Amusez-vous ensemble. Partez en voyage. Qu'il fasse autre chose que de courir après les malfrats. Qui sait? Tu pourrais même envisager de lui offrir une retraite paisible. Le cynisme vous va mieux, rétorqua-t-elle. Il éclata de rire. Je te l'accorde. Son sourire s'effaça. Je suis sérieux, Bold. Pas d'enquête, pas de filature, pas de flic à amadouer pour obtenir des informations. Cette affaire ne vous concerne plus. Si j'apprends que vous ne respectez pas mes consignes, je me joindrai au cœur de ceux qui réclament votre mise à l'écart. C'est clair comme de l'eau de roche, patron, dit Faith en se levant. Autre chose? Rien qui ne soit un ordre. Des conseils, j'en ai plein, mais tu ne les écoutes jamais. Probablement pas. À plus tard, monsieur. Elle quitta le bureau, la mine sombre. Son expression devait être éloquente, car les autres agents de l'équipe de nuit évitèrent son regard. Turc l'observait avec inquiétude, ne comprenant pas la cause de son bouleversement soudain. Arrivé à sa voiture, il posa sa tête sur ses genoux et leva vers elle ses beaux yeux bruns. Elle lui sourit avec tendresse et lui gratta l'oreille. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.